Merci tous d'être venus, même si ce n'est pas le même jour et ce n'est pas la même salle. Moi aussi, je suis un peu déstabilisée, là, je n'ai plus l'habitude de changer de salle. Voilà, donc c'est le dernier cours pour cette année. Et comme je vous avais indiqué, et ce qui est indiqué ici, il y a un séminaire tout de suite après par le professeur Eileen, qui est directement en lien avec ce dont je vais vous parler. C'est surtout les stratégies thérapeutiques qui impliquent l'épigénétique. Donc voilà, j'espère que vous pouvez rester pour l'entendre aussi, même si ça sera en anglais, il parle très clairement. Alors, donc, pour ce dernier cours, on va changer un peu pas de rythme, mais en fait, le sujet, encore une fois, est assez vaste, que ce soit les marqueurs ou les thérapies épigénétiques. Et donc, je fais encore des choix par rapport à ce que je vais vous présenter, surtout parce que je pense que Christian Eileen va aussi se concentrer sur un certain nombre de thérapies. Et donc, comme ça, on va diviser le travail. Donc, je voulais vous montrer le chemin qu'on a fait depuis le début du cours, mais en fait, on a commencé en parlant de l'histoire du cancer. Je vous avais introduit un peu le contexte dans lequel l'épigénétique a commencé à intéresser les chercheurs. Et puis, il y a eu cette période où les séquençages des génomes ont commencé, le génome humain, et ensuite le génome humain normal, et puis ensuite les génomes des tumeurs. Et c'était très important pour notre compréhension des processus liés au cancer. Et c'était aussi très important pour la réalisation que les changements épigénétiques peuvent jouer un rôle très important dans le cancer à plusieurs niveaux. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le résumé. Je pense que vous avez suivi. Là, c'est la 6e fois, donc je vous épargne une réintroduction. Par contre, ici, je vous montre un tout petit peu la suite, enfin la période épigénomique. Je n'ai pas beaucoup parlé des techniques utilisées pour explorer les épigénomes. Je me suis dit que c'était peut-être pas le lieu de rentrer dans les détails techniques ici, et on n'avait pas le temps non plus. Mais en tout cas, il y a des techniques de plus en plus sophistiquées pour explorer les marques épigénétiques à l'échelle du génome, que ce soit la méthylation, donc plusieurs types d'approches. On avait parlé un peu des premières approches qui étaient assez limitées finalement. On ne pouvait pas regarder tout le génome, on regardait que certaines régions. Et d'ailleurs, on continue à utiliser ces approches parce que ça coûte très cher de faire un méthylome entier à la bonne profondeur. Mais ça commence à devenir, je ne dirais pas beaucoup moins cher, mais de plus en plus exigé pour vraiment comprendre ce qui se passe, surtout dans une situation tumorale. Et il y a aussi d'autres techniques, l'immunoprécipitation de la chromatine, qui nous permet de regarder les modifications des histones, par exemple, les protéines qui s'associent à la chromatine et la chromatine elle-même. Et puis, il y a d'autres techniques que je mentionnais très brièvement, mais qui nous permettent d'explorer l'organisation du génome et l'organisation de la chromatine, comme les techniques de C, on les appelle Chromosome Conformation Capture, et aussi des techniques qui sont beaucoup plus précises, qui nous donnent une information de où se lie une protéine exactement. On a des signatures par rapport à la liaison d'une protéine avec l'ADN en faisant ce qu'on appelle du DNA-seq. Donc bon, je ne vais pas vous parler de toutes ces techniques, mais juste pour vous montrer à quel point on a des informations riches maintenant qui nous permettent d'essayer de comprendre. Donc, d'une part, on a l'information épigénomique et comme vous voyez, depuis les années 90, c'est là où moi j'ai commencé dans le domaine, le nombre de publications dans le domaine a vraiment énormément augmenté. Donc l'intérêt pour la recherche épigénétique est là. La recherche s'est faite et parfois on entend les gens dire l'épigénétique c'est quelque chose qui est un peu à la mode. Et donc, puisque c'est à la mode, les gens qui travaillent sur le cancer, par exemple,
ils se sont lancés dans l'épigénomique. Mais bon, j'espère que je vous ai convaincu que c'était loin de ça et qu'aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point finalement ces recherches en épigénomique et épigénétique ont permis de comprendre un certain nombre de choses et de passer vraiment à la thérapie. Donc ici, je vous montre juste un exemple. J'ai déjà mentionné différents types d'études au cours des 2-3 derniers cours. Et là, c'est un exemple qui est sorti très récemment où les chercheurs ont décidé de regarder les épigénomes et les transcriptomes de différents types de tumeurs du cerveau. Donc là, c'est encore des tumeurs précis, primitive neuroectodermal tumors, mais c'est toute une gamme de tumeurs en fait. Et le défi était que, enfin, comme je l'ai mentionné la dernière fois, lundi, pour les glioblastomes, c'est très difficile en fait de savoir de quoi il s'agit exactement. Avec l'histologie, on ne peut pas reconnaître de manière claire et précise le type de tumeur dont il s'agit. Et donc, les chercheurs ont vraiment essayé de regarder différents types de tumeurs, leur localisation, bien sûr leur histologie, mais aussi leurs caractéristiques moléculaires. Et voilà ce que... Ah, c'est intéressant ça. Là, voilà. Donc c'est compliqué, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. Ici, les chercheurs, ils ont pris plusieurs tumeurs, et ils ont essayé de les classer, comme je l'ai dit, au niveau de la position où ils se trouvaient, au niveau de l'âge, bien sûr, au niveau de l'histologie. Donc ici, vous voyez l'histologie des différentes tumeurs. Ils essayent de classifier ces tumeurs pour essayer de voir s'il y a des groupes, effectivement. Et ici, c'est le transcriptome. Et ici, c'est le groupe moléculaire, en fait, basé sur les mutations qu'ils ont détectées et puis aussi sur l'épigénome. Donc je vous épargne tous les gros tableaux avec tout, mais le message ici, c'est qu'il y a plusieurs groupes, vous les voyez en couleur. Il y a des groupes moléculaires et des groupes histologiques qui se chevauchent. Il y avait des groupes histologiques qui étaient déjà connus et qui chevauchent avec certaines caractéristiques moléculaires, mais il y a aussi des nouveaux groupes qui émergent et vous ne voyez pas ici, mais je vous le dis, si je le vois moi-même. Là, ici, par exemple, c'est les variants de l'histone H3.3 dont j'ai parlé lundi. C'est des mutations dans ces variants. Donc, en fait, en faisant ce type d'analyse systématique, ils ont pu définir des nouveaux groupes qui sont des entités réellement distinctes. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, là, je pense que dans ce cas, ils ont réussi à sortir 4 nouveaux groupes juste grâce à cette analyse moléculaire. Donc, qui sont distincts, comme je l'ai dit, de manière histologique, mais pas forcément, enfin voilà, à l'intérieur des groupes histologiques, ils ont des sous-groupes moléculaires. Et c'est très important parce qu'effectivement, pour ce type de tumeur qui est en général assez agressif, on voit quand même des très grandes différences dans les types de mutations qui sont présentes et les types de profils de méthylome, par exemple, qui sont présents. Et donc ça nous amène à ce que ça veut dire de point de vue diagnostique et prognostique, mais aussi de point de vue thérapeutique. Et donc voilà là où nous sommes, enfin pas nous, mais pas moi en tout cas, mais les chercheurs et les médecins qui travaillent avec des patients et des cohortes de tumeurs, de plus en plus les instituts s'équipent pour pouvoir faire ce type d'analyse. Donc moi je travaille à l'Institut Curie, pas très loin d'ici, et c'est exactement le défi qu'on se pose. Il faut avoir la technologie pour pouvoir explorer tous ces différents aspects. Et ensuite, il faut pouvoir analyser ces données. Et c'est peut-être là, je dirais, où on a le plus besoin d'intelligence, de financement, etc. Parce qu'on peut générer énormément de données avec ces séquençages, par exemple, qui deviennent de plus en plus faciles. Mais il faut pouvoir les analyser. Et l'information qui est contenue est quand même extrêmement riche parce qu'on peut, comme je l'ai dit, classifier les tumeurs, on peut étudier l'hétérogénéité tumorale en prenant différentes parties d'une tumeur, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Je l'ai mentionné lors du deuxième cours, où c'est comme ça qu'on peut vraiment voir quelle est l'évolution du tumeur. On peut tracer quels étaient les premiers événements et les événements plus tardifs et savoir
qu'est-ce qu'il faut traiter, quelles sont les mutations, les voies, que ce soit des voies épigénétiques ou de signalisation, qu'il faut attaquer. Et donc voilà, ça nous permet, ça a déjà permis de faire des découvertes par rapport à des nouveaux processus qui sont impliqués dans le cancer, l'épigénétique bien sûr, mais d'autres voies aussi, de signalisation par exemple. Et ça ouvre aussi un potentiel thérapeutique dont je vais vous parler. Et l'idée là, c'est on va de plus en plus faire des traitements qui ne sont pas de force brute, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais qui n'attaquent pas de manière trop agressive et sans, je dirais, sans renseignement par rapport aux cibles. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser ces classifications et les mutations qui sont connues pour cibler telle ou telle voie et en plus varier le traitement au cours de la progression tumorale. Donc suivre un tumeur s'il y a une métastase et savoir comment en fait il faut le traiter en utilisant des cibles qui sont différentes et puis aussi avec une cinétique qui est différente, avec des doses différentes, etc. Donc le point principal qui est sorti de ces données, c'est les biomarqueurs, comme je l'ai dit. Et si on commence à pouvoir classifier les tumeurs de manière moléculaire, ça nous permet de suivre. Donc chaque patient qui vient peut être testé pour certains de ces biomarqueurs, si on a les outils pour le faire. Et puis, comme je l'ai mentionné, on génère énormément de données. Donc de l'information omique qui est énorme, je pense que c'est presque inimaginable la quantité de données qui est générée. Et je sais que dans mon institut, on a des grandes discussions parce que c'est jamais fini la capacité de stockage dont on a besoin. Et l'idée, c'est qu'avec ces données, et j'espère que je vous avais illustré ça au fur et à mesure de mes cours cette année, avec des tests fonctionnels, donc les hypothèses qui sortent de ces données, par exemple la découverte des mutations dans les gènes IDH, ensuite revenir vers les tests fonctionnels, que ce soit dans des modèles murins ou des modèles, par exemple, comme les cellules souches embryonnaires ou les cellules souches pluripotentes programmées, induites et programmées qu'on peut générer à partir de n'importe laquelle cellule. Mais en tout cas, on peut, et comme je l'ai illustré la semaine dernière, enfin lundi dernier, pour le glioblastome, on peut générer des modèles et tester est-ce que oui ou non les gènes que nous avons détectés ou les modifications épigénétiques sont importants pour le cancer, pour ce type de tumeur, et à quel stade et par quelle voie. Donc voilà, tout ça, enfin, les exemples que je vous avais donnés sont peut-être les plus complètes, les plus simples. La grande majorité des données qu'on génère et les informations, en fait, on n'arrive pas forcément à tirer une conclusion encore. C'est vraiment, je dirais, le début de cette compréhension. Et donc, avant de parler plus de la partie thérapeutique, je voulais quand même dire un mot sur le défi qui est de faire sens de toute cette information. Et donc là, j'ai pris ça d'une revue que j'ai trouvée excellente, où déjà on catégorise les différentes étapes. Donc il faut identifier les gènes, comme je vous avais montré ça depuis plusieurs semaines. Il faut voir quelles sont les voies épigénétiques qui sont touchées. Donc c'est peut-être des gènes qui sont impliqués directement dans les tumeurs. En parallèle, il faut regarder chez les patients quels sont les changements épigénétiques qui apparaissent. Et prendre beaucoup de données, si on les a, plus on a des patients, plus on peut être confiant des conclusions qu'on peut tirer. Et puis ensuite passer à l'identification des mécanismes en faisant les tests fonctionnels, comme je l'ai dit, dans des modèles, et en regardant un petit peu les mutations dans les facteurs épigénétiques. Et l'influence que les changements épigénétiques peuvent avoir sur les gènes qui sont importants pour le cancer. Donc là, la génétique, c'est les mutations, en fait, dans ce schéma, et l'épigénétique, c'est l'influence que, par exemple, la méthylation d'un promoteur ou d'un élément régulateur peut avoir sur l'expression d'un gène, donc les épimutations dont j'ai parlé. Et ensuite, il faut prendre toutes ces données et les organiser et sortir des conclusions à partir de ça. Donc moi-même, je ne pourrais pas vous expliquer tous les modèles que les scientifiques qui font de la biologie des systèmes utilisent, mais
voilà un peu l'échelle de la chose. En fait, on a plusieurs niveaux de caractérisation, que ce soit tissulaire, cellulaire ou moléculaire, avec toutes les techniques dont j'ai parlé et plus, parce qu'on fait de la protéomique aussi, on peut étudier toutes les protéines, le métabolome aussi. Et donc, comment faire sens de tout ça? C'est ça qu'on appelle la biologie des systèmes. Et en fait, on utilise des ordinateurs et des modèles mathématiques, et surtout les gens qui savent faire ça, et c'est, je dirais, un métier, une discipline en soi. Et donc, je voulais faire un tout petit peu de publicité pour mon collègue Emmanuel Barillot, avec lequel on collabore à l'Institut Curie, et puis avec ses collègues aussi, qui ont écrit un livre que j'ai trouvé très inspirant pour mes cours. Donc, si vous êtes intéressé, je vous incite de lire ce livre qui est sur la biologie des systèmes des cancers. Il n'y a pas beaucoup de livres sur ce sujet, et c'est vraiment, je dirais, là vers quoi il faut qu'on aille pour comprendre quelque chose à partir de toutes ces données qu'on génère. Donc maintenant, je reviens sur le schéma que je vous avais montré une ou deux fois déjà, pour dire que le cancer, avec toutes les caractéristiques associées, est dépendant non seulement de l'information de la séquence de l'ADN, du génome, mais aussi de l'épigénome, et que cette découverte de ces régulateurs épigénétiques qui sont mutés dans le cancer et les modifications épigénétiques qui sont associées à des gènes nous permet vraiment de commencer à comprendre de quoi il s'agit à différentes étapes de la carcinogénèse. Et donc ici, je vous montre de manière très simpliste un schéma qui est là où nous sommes maintenant, parce que je vous avais déjà montré le schéma qui était émis il y a maintenant plusieurs décennies de cette évolution par étapes. Par mutation, on passe d'une mutation à l'autre pour que le tumeur apparaisse. Comme je vous avais dit lors de mon premier cours, en fait, les cinétiques ne collaient pas, et il y avait de la place pour évoquer autre chose, quelque chose qui était peut-être plus rapide et plus hétérogène. Et bien sûr, les changements génétiques sont à la base d'un cancer en grande partie, mais parfois il suffit de très peu de choses, comme la semaine dernière, je vous avais parlé des tumeurs rhabdoïdes, où là il suffit d'une mutation dans une de ces sous-unités de remodelage de la chromatine, et on se retrouve avec une tumeur. Alors d'autres tumeurs sont plus complexes, il y a plus de mutations qui s'associent, mais en tout cas, l'idée c'est qu'il n'y a pas que les mutations, mais les changements épigénétiques qui expliquent mieux peut-être la manière qu'un tumeur évolue, et en plus sa capacité de changer, d'adapter en fonction de son environnement. Et donc ici, voilà, on peut parler effectivement des effets de mutation liés à l'âge ou à des stress oxydatifs. On en a discuté de ça aussi, liés par exemple à l'inflammation. Donc on peut arriver dans une situation où on a une instabilité génétique, par exemple le stress réplicatif, et épigénétique, parce que les facteurs de la chromatine vont se redistribuer dans la cellule, et on peut déplacer finalement les marques qui étaient là pour verrouiller certains gènes, et donc se retrouver dans des situations anormales. Donc on se retrouve peut-être avec une ou quelques cellules fondatrices qui peuvent bien sûr porter des mutations dès le départ, ou des polymorphismes en tout cas qui prédisposent. Et là, c'est là où effectivement on peut imaginer que cette évolution clonale est due non seulement à des changements génétiques, ici c'est quelque chose qui est plutôt lié à un changement génétique purement, donc on peut avoir des sous-clones qui sont identiques sauf pour ces changements génétiques, mais on peut avoir aussi des sous-clones qui sont différents génétiquement et épigénétiquement. Et donc les tumeurs en général finalement sont très hétérogènes, et une grande partie de cette hétérogénéité est certainement due à les changements épigénétiques ou les facteurs épigénétiques. Et bien sûr, s'il y a une mutation dans un facteur épigénétique, cette capacité d'être hétérogène pourrait être encore plus importante. Donc un thème qui est revenu plusieurs fois tout au long de mes cours, c'était qu'effectivement ces changements épigénétiques peuvent, dans certains cas, de plus en plus,
affecter peut-être la capacité de se différencier. Les cellules semblent être bloquées dans un état plus primitif et avec une capacité de se auto-renouveler, de se diviser de manière éternelle et même d'être reprogrammées comme je vous avais montré pour les glioblastomes, où on se retrouve finalement dans le modèle qui a été fait comme si la cellule, soit elle reste dans un état très primitif, soit elle peut même revenir en arrière. Et donc, ici, je voulais revenir, après avoir montré ces exemples, sur ce que j'avais montré par rapport aux états bivalents. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé des gènes qui peuvent être dans un état d'activité et inactivité au même temps, c'est-à-dire des gènes qui sont prêts à l'action. Elles ont des marques liées à polycom et les marques liées à trithorax. Au cours du développement, on pense que ces états sont importants avant que les décisions soient prises pour vraiment fixer l'expression d'un gène. Donc, un gène qui est dans un état bivalent, il peut, si une voie de différenciation est prise, il peut se retrouver totalement inactivé et donc on se retrouve qu'avec polycom, on peut dire. Par contre, s'il est activé, il va se retrouver sans polycom et plutôt lié avec des marques comme ceux qui sont déposés par trithorax. Donc voilà, c'est très simple, très simpliste ce que je vous dis, mais c'est pour vous montrer que dans une situation tumorale, ce que les chercheurs ont postulé et sont en train de regarder de manière plus précise, c'est ces états bivalents qu'on trouve, on peut les retrouver finalement dans une situation tumorale. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut se trouver fixé dans une voie de manière beaucoup plus définitive. Et dans un contexte de stress oxydatif, je vous avais montré ça, on peut voir que parce que la machinerie chromatinienne a besoin d'aller s'occuper, par exemple, de certaines régions qui ont été endommagées, elle va quitter ces lieux où elle était de manière, on va dire, quasi permanente, mais de manière assez labile. Et à la place, on peut se retrouver avec des verrous qui sont beaucoup plus efficaces, comme la méthylation de l'ADN. Donc ici, on était avec polycom et trithorax, et on se retrouve avec la méthylation de l'ADN. Et donc, on peut finalement fixer une cellule dans un état primitif avec les gènes de différenciation qui sont inactivés de manière permanente et avec les gènes qui sont plutôt associés à un état naïf, progénitrice ou souche qui sont actifs. Et donc c'est un petit peu ça que nous pensons maintenant avec tous les modèles qui ont été testés, qui se passe dans certaines tumeurs. Et c'est en général, les gens qui commencent à regarder au niveau simple cellules, l'idée c'est que c'est peut-être ces types de cellules qui peuvent être les soi-disant cellules souches cancéreuses. C'est les cellules qui gardent cette capacité de toujours continuer à être, on va dire, naïfs et se propager. Donc, alors, ces états épigénétiques, même si je vous dis ils sont très fixés, par exemple la méthylation de l'ADN, j'espère que vous avez compris avec tout ce que je vous avais dit sur la déméthylation, que finalement même la méthylation de l'ADN n'est pas si fixée que ça. Et effectivement, toutes les marques épigénétiques peuvent être réversées. Moi, je ne connais aucune maintenant pour laquelle on n'a pas trouvé une voie de réversion active. On peut les réverser de manière passive si on n'a pas les propagateurs de ces états, mais ça peut être aussi de manière active. Donc voilà, ici je vous montre un schéma que vous avez déjà vu. Donc un gène qui normalement sur les deux allèles est exprimé, qui peut devenir épimuté. Donc ça peut être soit par hasard, c'est très rare. En général, c'est toujours lié avec un polymorphisme génétique, donc au niveau de la séquence de l'ADN. Donc on peut se trouver avec une épimutation. Le gène, la partie codante, elle est toujours active, mais le gène, lui, il est inactif parce que cet élément régulateur est associé avec un état très, très inactif, comme je l'ai montré tout à l'heure, par exemple avec la méthylation. Et donc là, l'idée, c'est est-ce qu'on peut réveiller ces états inactifs, puisque le gène est encore intact, il n'y a pas eu de délétion, est-ce qu'on peut effacer ces marques épigénétiques et revenir en arrière? Et donc ça, c'était un peu le défi par rapport aux thérapies épigénétiques. Donc ici, vous ne voyez pas grand-chose, mais je vous montre des profils
dans des individus, des tissus normaux, et puis des profils dans une tumeur. L'idée, c'est qu'effectivement, on peut, s'il s'agit vraiment des marques épigénétiques, avec des traitements divers et variés, je vais arriver sur ça, on peut réverser ces états avec un traitement adapté. De manière plus ou moins stable, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être réversé. Et vous allez voir que ces traitements épigénétiques, très souvent, sont liés avec d'autres types de traitements pour justement, si une fois qu'on a réversé cet état, les cellules tumorales soient déclenchées dans une voie de différenciation, apoptose ou autre, pour pouvoir les éliminer. Donc, voilà, ici, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, jusqu'à récemment, la plupart des thérapies étaient vraiment focalisées sur les modifications génétiques, sur les mutations. Beaucoup d'études ont été faites, je dirais, de manière systématique, un peu aléatoire. Les chercheurs, enfin les scientifiques, un peu en désespoir depuis des années, des décennies, prenaient tout produit et le testaient pour voir quel était son impact ou pas. Déjà dans des cellules en culture, mais même sur les patients. Et comme je l'ai dit tout au début de mes cours, il y a ce livre qui a été écrit par un médecin américain, The Improbable Maladies, sur le cancer, où il décrit très bien ces 50 ans ou plus de tests, d'essais, de chimiothérapie pour arriver à traiter les enfants avec des leucémies. Et maintenant, on peut réellement guérir les enfants avec ces leucémies. Et donc, certaines leucémies sont totalement guérissables. Donc c'était comme ça, et malheureusement jusqu'à récemment c'était un peu aléatoire ce type de manière d'attaquer les tumeurs. Donc, mais pour les facteurs épigénétiques, vous allez voir, il y avait déjà donc des drogues qui étaient utilisées avant qu'on sache que c'était des épidrogues, mais maintenant qu'on sait, voilà. Quels sont les facteurs qui sont affectés, on peut aller cibler de manière très précise. Les chimistes maintenant peuvent produire des molécules qui vont aller interférer à plusieurs niveaux pour empêcher le dysfonctionnement épigénétique. Donc au niveau des, comme je pense que vous savez maintenant, on parle des écrivains, enfin les writers, les enzymes qui déposent les marques comme ZH2, les lecteurs et les effaceurs. Donc ici, je couvre un peu tous les différents types de protéines dont je vous avais parlé et qui sont tous mutés dans différents types de tumeurs. Et je vais vous faire un bref tour du type de traitement qui a été développé. Comme je l'ai dit à l'introduction, je vais laisser la parole après à Christiane Heyling pour parler plus en détail de certains de ces traitements. Bon, déjà, une des nouveautés, parce que IDH1 et 2, cette mutation et cette implication dans le cancer, c'est quand même très récent. Et je pense que vous le savez tous, que pour toute molécule nouvelle qui peut être fabriquée et testée, après le temps que ça prend pour passer en clinique, en essai clinique et ensuite en clinique, il s'agit quand même de plus que 10 ans. Beaucoup d'années, beaucoup d'étapes et très très souvent ça échoue parce que les problèmes de toxicité, etc. En tout cas, pour vous dire qu'effectivement IDH1 et 2, on sait qu'ils sont très importants pour certains types de leucémie myéloïde et d'autres leucémies et d'autres cancers. Et il y a des inhibiteurs. Et comme si vous vous rappelez, avec IDH1 et 2, il suffit d'une mutation sur un allèle. Donc c'est un effet dominant. Et donc en fait là, ce qui a été développé, c'est des inhibiteurs qui vont aller cibler cet acide aminé qui ne fonctionne pas. Et donc c'est très en amont de plusieurs choses, parce qu'effectivement, cet acide aminé, elle a un impact sur la capacité de plusieurs types d'enzymes, comme les TET et les déméthylases, de pouvoir aller faire ce travail de déméthylation, de créer par exemple à partir d'une méthylcytosine une 5-hydroxyméthyle. Donc voilà, pouvoir modifier ça avec des traitements semble quand même quelque chose qui est faisable. Les essais cliniques sont en cours et si vous regardez là le papier dont je mentionne, c'est prometteur. On ne peut pas dire plus, mais en tout cas c'est prometteur. Alors là, je vais aller un peu superficiellement, malheureusement, parce que je n'aurai pas le temps, comme je l'ai dit, de tout couvrir.
Ici, je vous parle surtout des enzymes qui vont déposer des marques, comme EZH2 ou une autre méthyltransférase DOT1L dont je n'ai pas parlé. Et donc, il y a plusieurs inhibiteurs qui ont été développés. Et dans le cas des EZH2, je pense que je l'ai dit la dernière fois, c'est une enzyme qui est c'est un paradoxe en fait. On sait que les mutations dans cette enzyme sont impliquées dans le cancer et on sait aussi que la surexpression de cette enzyme est associée à des cancers. Alors c'est en train d'être, je dirais, décortiqué parce que très souvent, cette surexpression des ZH2 n'est pas forcément liée au processus de cancérisation, c'est juste peut-être corrélé à cette étape de hyperprolifération des cellules. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des agents qui vont traiter, qui vont inhiber l'effet de ZH2 ou qui vont le potentier, très dangereux, parce qu'effectivement, si on n'est pas absolument certain de l'impact qu'a cette enzyme dans telle ou telle tumeur, c'est très contexte spécifique, on peut finalement avoir le résultat opposé. Donc, je pense que Christiane Ehling va vous en parler de ça plus. Et voilà, ça c'est toute une autre, c'est les deux histométhyltransférases dont je parlais. Il y en a d'autres pour lesquels il y a des molécules qui ont été testées avec efficacité et aussi des déméthylases, plusieurs déméthylases pour lesquelles il y a des inhibiteurs. Alors le problème avec la plupart des inhibiteurs, même quand ils sont ciblés, c'est-à-dire des molécules simples, on peut avoir un impact non spécifique. Et l'autre problème, c'est que ces enzymes, et ça vous allez voir surtout pour les enzymes HDAC, par exemple, les désacétylases, peuvent avoir beaucoup de cibles différentes. Et EZH2, c'est un exemple d'une histone méthyltransférase, mais qui peut aussi agir sur d'autres protéines. Donc finalement, quand on fait un traitement avec un inhibiteur, on va regarder la modification lysine 27 triméthylée, mais en fait, il y a peut-être tout un tas d'autres protéines qui sont affectées et qu'on ne regarde pas, auxquelles on est aveugle. Donc ça, c'est aussi important à garder en tête. Mais en réalité, ces molécules, s'ils passent les tests, je dirais, de toxicité et d'efficacité par rapport aux cibles regardées et qui passent en clinique et ils ont un effet bénéfique, en fait, c'est là où nous en sommes avec beaucoup de ces molécules. On ne sait pas forcément beaucoup plus sur vraiment leur cible. Et je vais vous parler d'un cas, le cas le plus ancien d'épidrogue, où finalement on commence à comprendre les cibles. Donc voilà, je ne pouvais pas parler des épidrogues sans mentionner quand même les BET. Et donc, ce sont des molécules qui ciblent des protéines qui contient ce qu'on appelle une bromodomaine. Donc une bromodomaine, c'est une domaine qui va s'associer avec l'acétylation des histones. Et c'était le premier type de domaine qui a été proposé comme faisant partie d'un code d'histone. Donc en fait, ces protéines, elles peuvent reconnaître l'acétylation et peut-être justement si elles peuvent reconnaître l'acétylation plus la méthylation à côté, ça peut être un code. Donc ça a été proposé par Dave Alice, Brian Turner et autres. Ça reste très controversé. En tout cas, mais ce qui est clair, c'est que ces protéines reconnaissent l'acétylation. Et on sait que l'acétylation des histones est importante pour la transcription. C'est une des rares modifications qui ouvre réellement les nucléosomes, qui a un impact sur l'ouverture et l'accessibilité de la chromatine. Et on sait que l'acétylation est très corrélée avec plusieurs processus comme la transcription et d'autres processus. Donc en fait, c'était connu. Et là, il y a donc plusieurs types de tumeurs qui ont un problème au niveau de ces protéines. Et donc là, il y a des inhibiteurs extrêmement spécifiques que je vous liste ici, qui sont utilisés en clinique et qui semblent avoir un impact assez reproductible et donc important sur les cibles de ces protéines modifiées. Donc là, par exemple, ces protéines peuvent affecter la transcription de certains oncogènes comme MYC et la famille des gènes BCL2. Donc en fait, les traitements semblent être quand même assez efficaces. Donc ça, c'est un des, je dirais, des histoires les plus, avec le plus de succès.
qui est en cours. Alors, ensuite, je voulais juste terminer l'histoire que j'ai commencée lundi, parce que je vous avais parlé donc, de ces glioblastomes qui étaient liés à des modifications très précises, les mutations très précises dans les histones H3.3. Dans le cas de la lysine 27 qui est mutée en méthionine, je pense que les chercheurs sont d'accord qu'effectivement, ça c'est vraiment un driver dans des tumeurs. Et en particulier les tumeurs chez les jeunes, les enfants, ces glioblastomes. Et donc je vous avais parlé de ce modèle qui a été élaboré où les chercheurs ont créé cette mutation de manière artificielle, ont introduit l'histone avec cette modification dans les cellules neuronales, ou progénitrices, neuronales, et ils ont aussi éliminé P53 et affecté aussi un autre récepteur tyrosine kinase. Et donc ils ont montré qu'effectivement ça c'est très important pour la génération des tumeurs dans des souris quand ils ont injecté ça dans les cerveaux des souris. Et donc, ils ont fait un crible, ils ont trouvé la ménine, qui est une protéine qui s'associe avec les complexes trithorax. Et ici, je vous montre une autre étude qui a été utilisée pour chercher d'autres inhibiteurs éventuellement. Et les chercheurs ont trouvé une déméthylase. Donc, une déméthylase, un inhibiteur d'une déméthylase, l'inhibiteur s'appelle GSK-J4. Et en fait, la déméthylase en question, c'est UTX. Et donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, enfin lundi, il y a cet équilibre entre Polycom et l'action de méthylation des histones, et puis les déméthylases. Et donc, l'idée, c'est que quand on a cette mutation en K27, on perd globalement cette modification parce que Polycom semble être bloqué dans sa capacité de méthyler. Donc en fait, pour permettre que le complexe puisse agir ailleurs, l'inhibiteur d'une déméthylase est important parce qu'effectivement, si on enlève cette capacité d'enlever le marque dès qu'il est déposé, on peut réintroduire, se retrouver avec cette marque généralement dans le cerveau. Donc en fait, ça semble très naïf quelque part, mais ça marche. Donc cette application est non seulement utilisée dans le modèle dont je vous avais parlé, mais aussi dans certaines leucémies, où là, apparemment, il y a une efficacité assez importante du blocage de cette déméthylase. Et je dois dire que UTX, cette déméthylase elle-même, est impliquée donc dans le cancer aussi. Des mutations dans UTX ont été trouvées dans différents types de leucémie. Donc c'est une autre voie prometteuse de traitement qui est en cours, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui est encore en clinique. Alors, les inhibiteurs d'HDAC sont des molécules... Déjà, les enzymes de désacétylase faisaient partie des premières enzymes vraiment à été testées pour leur impact sur les tumeurs. Donc il y a un très très grand nombre maintenant d'inhibiteurs et un très grand nombre d'HDAC. Et alors les inhibiteurs, ils ont un effet très efficace sur certains types de tumeurs, surtout dans les lymphomes. Les effets qu'on voit quand on traite des cellules ou les tumeurs, c'est effectivement un arrêt du cycle cellulaire, une induction des différenciations, l'apoptose. On voit aussi qu'en combinaison avec les chimiothérapies, ça rend la chimio plus efficace. Mais, comme je l'ai mentionné, les cibles ne sont pas claires. Donc même si ces enzymes s'appellent des histones désacétylases, en fait, il s'avère qu'elles ont certainement plus de cibles ailleurs que sur les histones. Et certaines de ces protéines, ces enzymes, ne sont même pas dans le noyau, elles sont dans le cytoplasme. Donc en fait, là, c'est vraiment une grande boîte noire. Quelles sont réellement les cibles de ces enzymes? Et quand on les inhibe, qu'est-ce qu'on affecte vraiment? Alors, quand ça marche en clinique, les médecins, à la limite, ne se posent pas trop la question. Ça marche, donc on utilise. Mais c'est important parce qu'effectivement, comme je vous le disais, c'est quand même
un traitement un peu brutal. D'ailleurs, le problème avec ces molécules ou ces produits, c'est qu'ils sont très toxiques et pour les tumeurs solides, l'efficacité est beaucoup moindre que pour des leucémies et les lymphomes. Donc en fait, on pense qu'il faut trouver les bonnes HDAC, les bonnes doses et la bonne combinaison avec d'autres types de traitements pour qu'elles aient réellement une efficacité. Et c'est là où finalement les chercheurs reviennent un peu en arrière pour essayer de voir mais quel type de combinaison et avec quel type d'information on peut dire qu'un traitement était efficace ou pas. Maintenant qu'on peut vraiment regarder quel était le génome et le transcriptome et l'épigénome des tumeurs qui ont bien répondu par rapport à ceux qui ne répondent pas, on peut commencer à raffiner un peu les cibles. Ceci dit, les tests fonctionnels restent toujours, je dirais, assez préliminaires. Même en faisant des knockouts conditionnels, on a du mal à comprendre en fait comment agissent ces enzymes parce qu'elles agissent à beaucoup de niveaux différents. Donc, mais elles sont utilisées en clinique, comme je vous montre ici. Donc ça, c'est que des produits maintenant qui sont soit en essai clinique ou soit déjà utilisés en clinique. Donc ceux-là, ils sont utilisés en clinique. Et donc, elles ont un impact efficace, comme je l'ai dit, sur certains types de lymphomes. Et je vous montre aussi d'autres drogues dont je vais vous parler de manière beaucoup plus détaillée maintenant. Alors voilà, ça c'est une liste plus à jour, vous n'allez pas voir ça, mais pour ceux qui sont intéressés, vous allez pouvoir étudier ça avec intérêt sur le support qui va être en ligne demain. Donc là, je voulais vous parler de la méthylation de l'ADN comme l'exemple, je dirais, qui est le plus avancé, probablement parce que c'était un des premiers à être étudié et un des premières molécules à être utilisées. Et donc, en fait, on commence à comprendre un peu mieux comment ces produits marchent. Et je trouve ça assez excitant. J'avoue, c'est récent. Donc voilà, j'ai décidé de vous parler plus de ces produits-là, de ces molécules-là. Donc c'est une diapo que je vous avais déjà montrée, mais pour vous rappeler que la méthylation de l'ADN est mise en place par des méthyltransférases de novo. Donc DNMT3A, par exemple, nous savons, est très impliqué dans certains types de leucémie et que le knockout chez la souris a montré qu'effectivement c'est une enzyme qui est importante pour les tumeurs, même si on ne comprend pas exactement comment. Mais qu'une fois la méthylation, une fois qu'elle est mise en place, elle doit être propagée à chaque cycle cellulaire par une enzyme qui maintient cette méthylation, qui reconnaît l'état hémiméthylé via une protéine partenaire et qui redépose la méthylation sur le bras non méthylé sur molécules hémiméthylées. Donc il y a une reconnaissance de cet état hémiméthylé pour remettre en place la méthylation sur l'autre bras. Mais ce n'est pas tout, parce qu'effectivement, on peut activement perdre cette méthylation si les enzymes TET rentrent en jeu. Et donc ces enzymes, vous vous rappelez, transforment la méthylcytosine en 5-hydroxyméthylcytosine et puis en d'autres produits, et ainsi peuvent conduire à la perte de la méthylation. Et ces enzymes aussi sont extrêmement impliquées dans des leucémies et dans d'autres types de tumeurs. Donc, mais comme je l'ai mentionné, si on perd les de nouveau méthyltransférases ou les méthyltransférases de maintien, non seulement on perd la méthylation, mais on perd aussi la 5-hydroxyméthylation. Alors que si on perd les têtes, on perd la 5-hydroxyméthylation, mais on gagne plus de 5-méthylcytosine. Donc voilà, et on sait depuis maintenant des décennies qu'il y a une molécule, la 5-azacitidine, qui est un analogue qui peut interférer avec la méthylation, qui peut conduire à la perte de la méthylation. Donc ici, je vous montre la base, la cytosine, avec les molécules qui peuvent donc, enfin, comment dire ça, la mise en place de la méthylation via le SAM. Donc le SAM, le S-adénosyl L-méthionine qu'on obtient de ce qu'on nous mangeons, des folates. Donc ici, montré ici en vitamines, mais il faut manger des fruits et des légumes et ça suffit. Et donc la méthylation qui est mise en place via la de novo méthyltransférase peut être bloquée en présence de cet analogue, la 5-azacitidine.
Et en fait, la manière que ça se passe, c'est que l'enzyme va quand même utiliser une cytosine qui a été remplacée par cet analogue, mais elle va être bloquée. L'enzyme va essayer de méthyler, mais ne va pas pouvoir procéder. Donc en fait, on bloque l'activité enzymatique de la méthyltransférase. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Progressivement, au fur et à mesure des cycles de réplication, on perd en fait la méthylation dans le génome. Alors ici, de l'autre côté, c'était juste pour vous rappeler que cette méthylation, elle n'agit pas en fait toute seule, elle ne fait rien toute seule. Elle a besoin très certainement d'être reconnue par des facteurs précis. Donc en fait, si on perturbe la méthylation, ce qui est important, c'est qu'après, on perturbe la manière que certains facteurs vont s'associer. Et ces facteurs ne sont pas tout seuls, ils sont très en lien avec les modifications de la chromatine, comme les modifications des histones et les HDAC, etc. Donc ça fait tout un complexe. Voilà. Donc, c'était une animation qui s'est mal passée, c'est pas grave. Donc, comme je l'ai dit, il y a ces analogues qui sont utilisés à la place de la cytidine et qui bloquent donc l'activité de la méthyltransférase. Et petit à petit, on perd la méthylation. Donc ça, c'est la 5-azacitidine et on a aussi la 5-aza-2-dioxycytidine. Donc les noms, on va dire, génériques, enfin des drogues, c'est... alors, je ne me souviens plus exactement des noms. Là, voilà. Voilà, c'est... alors, j'ai fait une bêtise avec mes diapos, excusez-moi. Donc le nom commercial, c'est le Vidaza pour la azacitidine. Et l'autre molécule, c'est la décitabine. Et donc la différence entre la azacitidine et la décitabine, c'est important à savoir en fait, c'est que la 5-azacitidine, elle peut être incorporée aussi dans l'ARN. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est très important parce qu'effectivement, quand on traite avec la 5-azacitidine, on peut aussi avoir une introduction dans l'ARN. Je ne sais pas trop quelles sont les conséquences de ça, mais aussi dans l'ADN, tandis que la décitabine, elle est introduite que dans l'ADN. Donc, ces produits ont été, enfin surtout la 5-azacitidine, elle a été utilisée déjà dans les années 60. Comme je disais, comme test, les chercheurs ont utilisé ces produits, ces molécules pour voir quel était l'impact. Et la réalisation était que, alors je reviens en arrière, c'est que quand on traite les cellules avec ces molécules, on voit d'une part que l'état de méthylation de l'ADN change, et c'était vraiment ça qui est à la base de cette, je dirais, changement de compréhension de ce que c'est l'épigénétique, enfin la définition en tout cas, parce que c'était les chercheurs comme Robin Holliday et Art Riggs et d'autres qui ont proposé que cette modification de l'ADN, qui est la méthylation, peut être stable, mais peut être réversible, et c'était avec des traitements comme ça que cette réversibilité a été découverte. Et donc, d'où l'hypothèse qu'effectivement, les changements épigénétiques sont des changements stables, mais réversibles, sans affecter la séquence de l'ADN. Et l'autre chose qui a été réalisée, c'est qu'effectivement, quand on traite les cellules des fibroblastes, par exemple, avec ces produits, les cellules, de temps en temps, très rarement, peuvent changer d'identité. Donc on peut produire à partir des cellules, des fibroblastes ou des myotubes, des adipocytes. Donc ça c'est un papier dans les années 1979, mais par Peter Jones, en fait, qui est un des grands messieurs de la méthylation de l'ADN, qui a montré qu'effectivement on peut changer d'identité en culture si on traite avec ce type de produit. Donc d'où le lien entre méthylation d'ADN, activité des gènes et identité cellulaire. Donc pour revenir à ces traitements, comme je le disais, utilisés en clinique, ensuite utilisés par des chercheurs dans des boîtes de pétri, réalisation qu'il y avait un lien avec la méthylation, mais finalement en clinique c'était un échec parce que les doses qui étaient utilisées étaient beaucoup trop élevées et donc il y avait une toxicité trop importante. Donc en fait, ces drogues n'étaient pas utilisées de manière courante en clinique dans les années 80 et c'était que plus tard, dans les années 90, où il y a eu la découverte qu'en utilisant des doses beaucoup plus faibles
de ces molécules, on pouvait avoir un impact très important sur certains types de syndromes des leucémies et le syndrome myélodysplastique, qui est un syndrome préalable à une leucémie. Et donc, ce syndrome qui touche très souvent les gens plutôt âgés, 60-70 ans, en fait, c'est un syndrome qui dure en général 1 ou 2 ans et qui ensuite passe en leucémie. Et il a été découvert qu'avec les traitements de 5-azacitidine et ensuite de la décitabine en faible dose, on pouvait prolonger cette phase de myélodysplasie de plusieurs années, jusqu'à 5 ans. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été, je dirais, assez récent. Alors, les chercheurs médecins qui étaient le plus impliqués dans ce type d'études, mais ce n'étaient pas les seuls, hein, mais Jean-Pierre Issa, Peter Jones, Steve Bailyn, et d'ailleurs Jean-Pierre Issa et Steve Bailyn, ils viendront au colloque au mois de mai, si ça vous intéresse. Et donc, c'est eux, avec d'autres, qui ont vraiment œuvré pour rendre ces molécules utilisables en clinique. Et maintenant, ce sont des molécules qui sont utilisées. Mais il restait un peu... et bon, voilà. Et donc ça, c'est un des papiers qui démontre qu'effectivement, les traitements avec l'azacitidine des patients avec ce syndrome a un effet significatif sur le prolongement de la vie et la qualité de la vie. Parce que, comme je disais, la toxicité était telle avant, quand les gens utilisaient ces drogues, qu'ils avaient arrêté. Et là, les doses, beaucoup plus faibles, finalement, ont beaucoup moins d'impact toxique. Et donc, c'est un traitement qui est tout à fait supportable. Mais alors, comment ça marche? Quel est l'impact finalement? Qu'est-ce qu'on touche quand on touche la méthylation? C'est une question que j'ai évoquée plusieurs fois tout au long de mes cours. Alors déjà, il y a eu la réalisation qu'il y a une sélectivité. Donc en fait, l'impact n'est pas le même sur tout type cellulaire. Donc ça, c'est des tumeurs ou des lignées en culture de différents types. Et donc on regarde un peu l'impact au niveau de la croissance cellulaire. Et en fait, il y a eu la réalisation que le traitement n'a pas un impact jusqu'à beaucoup plus tard. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est aigu. Il faut traiter pendant longtemps pour voir un effet. Et en fait, voilà, ça a été décrit de manière détaillée dans ce papier, que ces agents déméthylants, qui sont quand même assez puissants, comme des drogues pour certaines leucémies, comme je l'ai dit, qui ne sont pas très efficaces dans les tumeurs solides quand ils sont utilisés seuls, mais on ne comprenait pas vraiment quel était leur impact. Ils avaient l'air de toucher plusieurs types de gènes, et alors on voyait des papiers sortir où tout d'un coup c'était tel ou tel gène qui était affecté par ce traitement, et donc et après, j'imagine, il y avait tout un lancement de tests fonctionnels, mais qui ne montraient pas forcément quelque chose de définitif. Donc ça restait assez mystérieux. Effectivement, vous voyez les différentes voies, les gènes qui sont affectés au niveau de leur expression quand on traite, touchent à beaucoup de choses différentes. La réparation de l'ADN, le métabolisme, la signalisation, etc. Donc, quel est leur impact? Et alors, voilà, ici, je vous montre de manière très schématique la manière dont, en tout cas, Peter Jones, qui est un des chercheurs qui travaille activement sur la méthylation et sur l'impact de la déméthylation, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on traite? Quels sont les gènes qui sont surexprimés, qui pourront être potentiellement affectés par la perte de méthylation? Et là, il y a différents types de gènes, effectivement, des gènes impliqués dans la croissance, les gènes dans la chimiosensibilité, la différenciation, l'immunogénicité et la réponse à l'interféron. Donc là, déjà, les chercheurs commençaient à voir un lien, on va dire, avec le système immunitaire. Mais il restait ce constat que les traitements à faible dose, qui sont ceux qui sont efficaces en clinique, induisent un effet qu'après longtemps.
Et si c'était un effet qui était, par exemple, sur le cycle cellulaire, sur l'apoptose, enfin toutes les voies que nous savons sont impliquées dans le cancer, on devrait voir un impact beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, si on déméthyle un gène impliqué dans l'apoptose, on devrait voir un impact tout de suite après traitement. Mais non, il fallait attendre plusieurs jours, voire semaines, pour commencer à voir cet impact. Donc, quels sont les gènes finalement qui corrèlent avec la réponse à cette drogue et son efficacité? Et donc ici, ils ont classifié de manière un peu plus précise les gènes qui sont affectés, et il a été remarqué qu'effectivement, il y a un certain nombre de gènes qui s'appellent des antigènes tumoraux, les tumor antigen genes, qui sont connus comme étant souvent associés, exprimés dans les tumeurs et avec un lien avec le système immunitaire. Il y avait aussi ces gènes qui sont induits par l'interféron, et puis d'autres gènes. Et donc en fait, il y a eu petit à petit la réalisation que peut-être la manière que la déméthylation agit, c'est en permettant on va dire une visibilité aux cellules tumorales par le système immunitaire. Mais ce n'était pas clair comment ça pouvait avoir lieu réellement. Et que les gènes liés à l'interféron pourraient être impliqués. Le problème, c'est que quand les chercheurs ont regardé l'état de méthylation de ces gènes, ils ont réalisé qu'en fait, ce n'étaient pas ces gènes qui étaient méthylés et ensuite déméthylés. Ils étaient surexprimés, mais ce n'était pas là où la méthylation était et ensuite est partie. Donc voilà. Et alors, un dernier point qui est tout récent, c'est qu'il a été réalisé quand donc les gens qui sont traités pour des tumeurs, et en général, pour ce type de test, c'est des tumeurs qui n'ont pas pu être mis en rémission par des traitements classiques, et donc du coup, d'autres choses sont testées, comme la 5-azacitidine. Et donc, en fait, il a été réalisé que des patients qui avaient été traités au préalable par la 5-azacitidine avaient une réponse extrêmement efficace quand on traitait avec des inhibiteurs du checkpoint immunitaire. Et donc là, je vais vous parler très brièvement de ça, parce que c'est vraiment, je dirais, la nouveauté dans le domaine du traitement du cancer, c'est tout le système de immunothérapie. Et cette découverte qu'il y a effectivement des inhibiteurs qui peuvent empêcher aux cellules tumorales d'arrêter le système immunitaire de les reconnaître était une très grande découverte. Et la réalisation que ces patients traités avec ces inhibiteurs répondaient beaucoup mieux s'il y avait un traitement préalable avec des épidrogues comme la 5-azacitidine, est quelque chose qui est actuellement une des voies les plus excitantes. Alors voilà, j'ai pris ça vient du Economist, pour vous dire à quel point ça touchait le public. Hein. C'est pour vous montrer comment marche donc justement cette immune checkpoint. Donc on savait depuis longtemps que les tumeurs ont une capacité d'éviter l'attaque par le système immunitaire. Même si on voit qu'il y a des cellules du système immunitaire qui se retrouvent près de ou dans les tumeurs ils ont la capacité en fait de devenir, on va dire, résistantes ou réfractaires à ça. Et il a été réalisé qu'il y a quelques années que en fait, c'est parce qu'il y a des récepteurs spécifiques des cellules T qui sont présents. Et en fait, ces récepteurs sont là pour éliminer la capacité du système immunitaire de les attaquer. Et donc, en fait, quand on bloque ces récepteurs, on arrive à finalement exposer le tumeur avec ces antigènes au système immunitaire, et c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Enfin, extrêmement, pas dans tous les cas, mais un traitement qui peut très bien marcher dans certains cas, et de certains types de tumeurs en particulier. Et donc ici, pour vous montrer ce type
de traitement par immunothérapie. Là, c'est un test un traitement qui a été fait avec un traitement préalable avec 5-azacitidine et aussi avec un inhibiteur HDAC. Et en fait, on voit qu'effectivement, ce type de traitement immune checkpoint conduit à une rémission quasi totale de cette tumeur du poumon. Et en fait, même si les études cliniques ne sont pas suffisamment avancées encore, l'efficacité était tellement importante qu'il y a eu vraiment, je pense, une accélération dans ces voies de traitement en combinaison. Et donc, je voulais vous dire, je ne vais pas parler beaucoup plus de ce type de traitement immunothérapie, moi-même je ne suis pas immunologiste, mais pour vous dire à quel point c'est important, donc par exemple à l'Institut Curie, il a été décidé qu'il y aura un nouveau centre créé d'immunothérapie qui sera basé ici à Curie, justement pour pouvoir mettre en œuvre ce type de traitement. Et l'espoir, c'est qu'effectivement, avec des combinaisons, avec les thérapies épigénétiques et puis d'autres types de thérapies. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un des voies le plus important et excitant. Alors, mais je reviens à mes histoires. Donc ces inhibiteurs de méthylation, qu'est-ce qu'ils font? Je vous dis que ça marche en combinaison avec les traitements d'immune checkpoint. Et alors, il y a eu 2 papiers l'année dernière qui étaient vraiment très importantes dans le domaine, parce que là, il a été démontré que la manière que ces inhibiteurs semblent marcher, c'est qu'ils déméthylent des rétrovirus ou des éléments répétés. Donc, je vous avais parlé très, très longuement des éléments répétés, vous vous rappelez, lors du 3e cours, comme quoi la méthylation de l'ADN joue un rôle important dans le maintien de l'état inactif des éléments. Le génome doit les gérer, doit les garder silencieux, et que très souvent, dans le cancer, on peut voir qu'il y a une réactivation. Mais de l'autre côté, on sait que quand on a ce type de traitement qui déméthyle le génome, finalement, et qui marche, comment on peut concilier ça? Je vous avais dit, c'est un peu le dilemme. On enlève la méthylation de l'ADN et on semble pouvoir traiter les tumeurs, même si on sait que quand on enlève la méthylation de l'ADN, on peut réveiller peut-être les séquences répétées. Et justement, c'est parce qu'on réveille ces éléments répétés que peut-être ces traitements marchent. Et alors pourquoi? Donc ici, en fait, je vous montre simplement ce qu'ils ont regardé au niveau des différents types de rétrovirus endogènes. Donc ça, c'est des éléments rétro... Ça, c'est notre prochain conférencier, Christian, bienvenue. Et donc, en fait, ils ont regardé l'expression des CERV, on appelle, et en fait, ils ont vu qu'effectivement, il y a une déméthylation, une réexpression de ces éléments. Et en général, il y a une transcription sens et antisens qui se passe au niveau de ces éléments. Et donc, ce qu'ils ont pu voir, c'est que c'est cette transcription sens et antisens qui produit des ARN double bras et qui est reconnu comme étant un virus. En fait, c'est comme il mime un effet viral et ça déclenche la voie interférone qui est là pour justement se battre contre les infections. Et donc, en fait, la cellule, elle réagit comme si elle a été infectée et donc elle déclenche, on va dire, une cascade qui va aider le système immunitaire de l'aider. Donc, en fait, ces cellules, elles sécrètent l'interférone. Donc, voilà, là, je vous fais juste un résumé de ces 2 papiers qui sont très importants, je pense, dans le domaine. Donc, en fait, en regardant l'expression des gènes, ils ont réalisé qu'après traitement dans différents types de cellules cancéreuses, donc colorectales et cancer de l'ovaire, que ces traitements à faible dose semblent affecter surtout ces éléments répétés, mais pas forcément les gènes qui étaient affectés. Donc les gènes qui étaient surexprimés n'étaient pas corrélés avec une part de méthylation particulière. Donc ça, c'était le premier point très important qu'ils ont pu démontrer. Et ils ont vu que parmi ces gènes qui étaient déclenchés, qui étaient surexprimés, il y avait des gènes qui codaient pour des protéines qui étaient impliquées dans cet effet antiviral, comme cette protéine IRF7. Et ils ont regardé de manière plus précise comment cette protéine se comporte. Ils ont vu qu'effectivement, avec le traitement azacitidine, la protéine, elle va rentrer dans le noyau
Et ces deux autres partenaires vont pouvoir reconnaître l'ARN double bras qui vient donc de ces éléments rétrovirales endogènes qui ont été, eux, déméthylés et réexprimés. Et donc, voilà, dans un des papiers, ils ont montré que ces cellules, quand ils sont traitées avec l'azacitidine, elles commencent à sécréter l'interférone. Mais comme je l'ai déjà dit, ces gènes d'interférone ne sont pas déméthylés, mais c'est parce qu'il y a eu cet ARN double bras qui déclenche tout ce processus. Ils ont même allé plus loin, ils ont pris des cellules, à partir des cellules qui ont été traitées, ils ont extrait l'ARN et ils ont transfecté ça dans des cellules qui n'étaient pas traitées et ils ont déclenché le même phénomène. Donc ça me prouve vraiment que c'était via cette voie que le phénomène se passe. Voilà, et donc, est-ce qu'ils ont aussi montré, en lien avec ce que je vous avais dit tout à l'heure par rapport à ces traitements d'immunothérapie, dans un modèle de mélanome, ils ont trouvé qu'effectivement, le traitement à LAC5-azacitidine, elle déclenche cette voie qui est très importante pour cette checkpoint. Et donc, en fait, ils ont pu montrer dans un système modèle la même chose que les cliniciens avaient vu chez les patients, on va dire presque par hasard. Donc maintenant, comme je l'ai dit, ça c'est très excitant parce que jusqu'ici, enfin c'est ASA, c'est pas ASA, jusqu'ici, les traitements de 5-azacitidine ou de décitabine sur les tumeurs solides n'avaient pas un impact, mais en combinaison avec l'immunothérapie, clairement, c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact beaucoup plus grand. Donc ici, voilà, c'est pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est que les inhibiteurs de la méthylation qui étaient connus depuis si longtemps, maintenant on commence enfin à comprendre ce qu'elles font. Elles attaquent donc l'état silencieux des éléments répétés endogènes qui commencent à s'exprimer, qui produisent des ARN qui, eux, vont déclencher ce système de protection antivirale qui va passer par le système interféron. Ces traitements d'inhibition de méthylation permettent aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à réexprimer quand même certains gènes, les gènes antigènes tumorales. Donc en fait, ce qu'on pense, c'est que ces inhibiteurs jouent à plusieurs niveaux. Ils déméthylent certains gènes justement qui sont importants pour le processus de destruction par le système immunitaire et ils déclenchent le système immunitaire via ces voies de signalisation qui sont en général liées avec une infection virale. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit, une des voies les plus excitantes actuellement, c'est combiner les traitements, les inhibitions ou les inhibiteurs épigénétiques avec les traitements ou les thérapies qui prennent le système immunitaire pour mieux traiter les tumeurs. Et en particulier, il y a eu des grands succès non seulement dans les leucémies, mais dans les tumeurs du poumon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, pour terminer mon cours sur une note positive, c'est assez éblouissant en fait de voir les progrès qui se font actuellement avec ces voies. Donc voilà, mais je voulais quand même, c'est un point que je voulais souligner avant, pendant mes cours, mais que j'ai pas pu. Et donc le lien est plus ou moins bon là, mais en tout cas, je pense que c'est important que vous réalisez aussi, c'est que au cours de l'évolution d'une tumeur, en fait, il a été montré par une étude récemment qui a été publiée, le tumeur produit des nouveaux antigènes parce que justement, génétiquement et épigénétiquement, ça bouge. Donc en fait, finalement, il y a des nouveaux antigènes qui sont produits. Alors, c'est quelque chose qu'on peut suivre, comme je l'ai dit, on peut séquencer les tumeurs ou prendre des biopsies à différentes étapes de tumorigénèse et voir que ça peut exister. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, en général, les tumeurs ne sont pas attaquées par le système immunitaire. Et donc, justement, en combinaison avec ces traitements pour le checkpoint, on voit qu'effectivement, cette efficacité de ces traitements du système checkpoint, du système immunitaire, sont dus en partie à la présentation des nouvelles antigènes qui peuvent être attaqués donc, de manière très efficace. Donc ça, c'est un papier qui vient de sortir. D'une part, c'est assez déprimant de réaliser que chaque tumeur dans différentes parties du tumeur peut être différent. Génétiquement, il y a quand même, et épigénétiquement,
beaucoup d'hétérogénéité, comme je l'ai dit tout au début. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette variété peut aussi déclencher une réponse du système immunitaire quand on permet le système immunitaire d'aller attaquer. Et donc, en fait, ça rend peut-être encore plus efficace ces traitements. Donc ça, c'est un papier qui aussi vient de sortir du groupe de Charles Swanton, qui est, je pense, très important, très intéressant par rapport à cette évolution du génome. Et le lien, je le fais, qu'effectivement, peut-être ces traitements d'inhibiteurs épigénétiques pourraient aussi jouer leur rôle si cette évolution n'est pas juste au niveau du génome, mais aussi de l'épigénome. Alors voilà, donc là je vais aller beaucoup plus vite et succinct. C'est pour vous dire qu'on peut utiliser les thérapies épigénétiques en collaboration avec les traitements de thérapie du système immunitaire, donc l'immunothérapie, mais aussi avec la chimiothérapie plus classique. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé de plus en plus. Et l'idée, c'est que le traitement, comme je l'ai dit, il faut voir quelle est la cinétique de traitement. Et il semblerait que parfois, c'est important de traiter avant avec un drogue épigénétique, comme dans le cas des combinaisons avec l'immunothérapie, ou après, ça peut être un traitement qui peut réverser une résistance qui apparaît au cours de la chimio. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous montre ici de manière très schématique, mais on peut avoir une résistance aux drogues épigénétiques à plusieurs niveaux. Ça peut être une résistance qui est due à des changements génétiques, comme ici, où finalement on sélectionne pour un clone tumoral qui a toujours cette modification qui va la rendre insensible au traitement donné. Mais parfois, ça peut aussi être dû à des changements épigénétiques, comme je le disais, avec la méthylation d'ADN, qui vient se fixer et qui est difficile à enlever, sauf si on traite avec une thérapie épigénétique. Donc l'idée, c'est qu'après une chimio, on peut imaginer passer à un traitement par une drogue épigénétique pour résensibiliser les cellules à ce traitement. Donc ça, c'est aussi, je pense, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces différents traitements doivent être testés en combinaison non seulement avec les différents types de molécules, mais aussi au niveau du timing. Et je pense que vous avez réalisé, c'est extrêmement complexe, chaque tumeur est différent, et donc le point le plus important est peut-être c'est de comprendre ce qu'on est en train de traiter. Voilà, donc je pense que je vais sauter ces diapos pour venir à ces diapositives qui vous montrent qu'à partir des années 90 où on utilisait des épidrogues de manière, je dirais, pas inconsciente, mais sans savoir vraiment ce qui était en train de se passer, on a réalisé que les combinaisons des drogues étaient plus efficaces. Et ensuite, ce que je viens de vous décrire, c'est qu'effectivement, ces épidrogues comme la 5-azacitidine et la décitabine, quand elle est combinée avec différents types de thérapies, peut être extrêmement efficace. Et là où nous en sommes maintenant, c'est les molécules simples qui ciblent telle ou telle mutation, comme ce que je vous ai dit avec IDH, où il y a une acide aminé qui est mutante qu'il faut aller cibler. Et c'est là où nous en sommes pour voir quelle est l'efficacité de ce type de molécules, seule ou en combinaison. Et ici, je vous montre effectivement, je vous avais parlé d'immunothérapie, mais tous les autres types de traitements, bien sûr, peuvent être combinés. Et c'est vraiment vers ça qu'en clinique, les gens vont actuellement. Donc voilà, je vais terminer avec juste 2 diapositives de perspective. J'ai déjà parlé pas mal de l'importance de regarder dans différents endroits d'une tumeur ou à différents stades. Et vraiment, je pense que là, la réalisation, c'est que ce qu'il faut, c'est regarder au niveau de simples cellules. Jusqu'à récemment, ce n'était pas facile, ce n'était pas techniquement possible. Maintenant, on a la possibilité de le faire. Et ici, je vous montre encore le schéma de cette revue de Weinberg, mais qui illustre à quel point une tumeur est un organe complexe. Il y a les cellules tumorales qui elles-mêmes sont différentes, très souvent. Et à l'intérieur du tumeur, il y a aussi les cellules du stroma, les cellules liées au système immunitaire, etc. Et donc, en fait, il faut comprendre cette niche dans laquelle se trouve le tumeur pour savoir comment il faut le traiter.
Et donc les techniques qui nous permettent maintenant de voir ça existent. Donc, dans un papier que je vous avais cité la dernière fois, lundi, donc Patel et al., donc je n'ai pas mis la référence, excusez-moi, donc c'est un papier du laboratoire de Brad Bernstein, où ils ont fait cette analyse de manière très précise à partir, là encore, des glioblastomes, et ils ont pu avoir une information vraiment très importante au niveau de l'expression des gènes, mais même au niveau des génomes, parce qu'en regardant le transcriptome, on peut même tirer des informations par rapport au génome. Par exemple, est-ce que telle ou telle région est amplifiée? Si on voit qu'une expression beaucoup plus importante d'un gène, on peut le corréler avec une amplification ou avec une délétion ou même avec un polymorphisme. Bon, bien sûr, ce n'est pas la même chose que de séquencer un génome d'une simple cellule, ça c'est possible, mais on n'est pas encore là. Mais déjà, avoir cette information de transcriptome est très important. Et ils ont pu classifier donc chaque cellule dans différentes catégories, et ça représentait vraiment ce qui était vu dans les tumeurs. Et ça, c'est très important parce que maintenant, on peut dire, ben voilà, on peut, à partir des biopsies, en prenant des simples cellules, on peut peut-être suivre l'évolution d'une tumeur après un traitement, par exemple. Et il y a des nouvelles technologies, là je vous mentionne une, tout le monde en parle, le DropSeq, où on peut, par la microfluidique, étudier l'expression des gènes, mais sur plusieurs centaines de cellules en même temps, en utilisant des sortes de codes barres, donc c'est assez magique comme approche, extrêmement puissant. Beaucoup plus puissant que ce qu'on faisait avant, où c'était un peu une dissociation, et puis on pouvait regarder une dizaine, une centaine, quelques centaines de cellules. Maintenant, c'est des milliers de cellules qui peuvent être étudiées en parallèle, et donc c'est quelque chose qui devient raisonnable au niveau du prix aussi. Et donc, c'est ça dont les instituts, comme le mien, aimeraient bien s'équiper pour pouvoir justement utiliser ce type d'approche avec des patients. Donc voilà, je ne vais pas vous lire tout ça, mais c'est pour dire que l'omics au niveau simple cellule devient vraiment quelque chose d'important. Les chercheurs et les médecins utilisaient le degré d'hétérogénéité dans une tumeur, la diversité, comme un marqueur prognostique. Plus une tumeur est hétérogène, moins c'est bon en général. On peut estimer les taux de mutation, on peut regarder les événements qui arrivent de manière soudaine dans l'évolution des tumeurs. On a parlé de la chromotrypsis et d'autres événements, on peut le voir maintenant au niveau simple cellule. Et ça permet de poser les questions par rapport aux éventuelles cellules souches ou les cellules qui sont capables de toujours se renouveler et qui sont peut-être les cellules les plus réfractaires au traitement. On peut vraiment maintenant aller poser la question: quelles sont ces cellules? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles changent d'identité? Est-ce qu'elles sont toujours les mêmes et persistent? Ou est-ce que c'est une nouvelle population à différentes étapes de la tumorigénèse? Et la dernière chose que je n'ai pas mentionnée, mais qui est faite, c'est que les cellules tumorales peuvent circuler dans le système, dans notre sang. Et donc, en fait, on peut isoler les cellules tumorales à partir des patients, à partir des prises sanguines, pour les isoler et les étudier. La grande question, c'est à quel point elles sont vraiment représentatives de la population dans les tumeurs. C'est une question très importante, mais en même temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facilement accessible pour certains types de tumeurs. Bien sûr, pour les leucémies, ce n'est pas un problème, mais pour les tumeurs solides, on ne peut pas avoir forcément une biopsie ou suivre de manière au cours d'un traitement, mais les cellules tumorales circulantes pourraient nous donner des informations, et ça c'est quelque chose qui est aussi activement recherché actuellement comme une manière comme un biomarqueur ou plusieurs biomarqueurs, enfin le biomarqueur de toute une cellule ou toutes les cellules d'un individu. Donc voilà, un peu pour résumer l'avenir, l'idée c'est qu'on a ces informations à partir des patients, on a des molécules qui sont issues des cribles qui sont faites de plus en plus ciblées, non seulement dans des modèles de culture de cellules de base, mais avec des modèles de plus en plus sophistiqués, comme par exemple avec des cellules IPS qu'on peut différencier vers différentes voies, et ensuite on peut tester des drogues et poser la question, ben voilà, pour une cellule hématopoïétique, quelle est la dose de drogue, quelle est l'efficacité de ce type de molécules. On peut avoir plusieurs niveaux d'information, et pour l'intégrer, comme j'ai dit, il faut avoir la puissance computationnelle et mathématique, et donc c'est là où les biologistes de système commencent à rentrer vraiment dans le jeu. Et on commence à avoir des informations de plus en plus précises
avant et pendant les phases cliniques, qui nous permet, on espère que dans l'avenir, les traitements vont réellement être beaucoup plus personnalisés. Ils sont déjà de plus en plus personnalisés, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui arrive. Et donc au niveau de l'épigénétique, je pense qu'il y a quelques années, les gens étaient un peu déçus que finalement, il n'y avait pas tant de succès que ça avec ces traitements, sauf dans des cas très précis comme la décitabine et le syndrome de myélodisplastique. Maintenant, en combinaison avec d'autres traitements, on réalise qu'elles ont peut-être un très très grand rôle à jouer. Donc là, il y a toute une panoplie de drogues qui peuvent être testées. Et je pense que peut-être Christian, il va même en parler de certains dans son topo. Donc voilà, j'ai terminé là. Je voulais vous remercier pour votre présence pendant ces 6 cours. C'était pour moi une vraie aventure et j'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi. J'espère que c'était clair, parfois en tout cas, et que ça vous a au moins stimulé à suivre un peu ce domaine qui est passionnant et où il y a vraiment beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années. Et je voulais vous rappeler qu'il y a le colloque, les séries de séminaires qui vont avec ces cours, donc c'est le 9 et le 10 mai, et plusieurs des personnes que j'ai mentionnées tout au long de mes cours, vous voyez, vont être présentes, vont parler. Donc je vous encourage de venir. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr, comme toujours, au Collège de France. C'est en anglais, mais voilà, je vais demander à tous les participants de parler très clairement. Voilà. Et je reviens sur ces diapositives parce que maintenant nous allons passer la parole à Christian Helin qui va parler à 17h30. Donc voilà, j'espère que vous pouvez rester l'entendre. Je vous remercie et à bientôt.